Alors bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance. On est dans la séquence où on est en train de se demander quelle est la différence entre l'homme et l'animal et du coup est-ce qu'on doit ou non respecter l'animal. Et on a vu la semaine dernière la théorie de Descartes, qui est la théorie de l'animal-machine. Comme Descartes considère que l'animal c'est qu'une machine, alors que l'homme a un esprit, donc grande différence entre l'homme et l'animal, ça le conduit à pas spécialement respecter les animaux ni les droits des animaux. Aujourd'hui, on va voir un de ses opposants. On avait vu un peu, j'avais introduit les différentes façons de s'opposer à Descartes. Là, on va zoomer à fond sur l'un de ses opposants. Donc, il vous faut votre cahier comme d'habitude. Je vous rappelle qu'il est indispensable de prendre des notes et qu'à notre retour, je ramasserai tous les cahiers pour vérifier que vous avez bien acquis toutes les nouvelles notions. Et vous pouvez donc écrire le titre de la séance du jour, donc séquence 2, séance 3, le respect des animaux selon Peter Singer. Donc la première chose à noter, c'est de bien noter la référence qu'on va étudier aujourd'hui. Donc Peter Singer, il a écrit un livre qui s'appelle La libération animale, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. C'est un philosophe qui est encore vivant aujourd'hui et qui a été extrêmement influent dans tout le mouvement de défense des animaux, le véganisme, etc., etc. Et donc c'est de cette œuvre-là essentiellement dont je vais vous parler aujourd'hui. La deuxième chose que vous allez noter ensuite, c'est le résumé de sa position. Alors que pense Peter Singer? Sa position est assez simple. Il pense qu'on doit éviter à tout prix la souffrance animale. C'est aussi simple que ça, et c'est ça qu'il faut commencer par noter. C'est éviter à tout prix, autant que possible en tout cas, la souffrance animale. Ce qui va m'intéresser, c'est, comme toujours chez les philosophes, c'est pas ce qu'ils pensent, c'est pas quelle est leur thèse, c'est pourquoi ils le pensent. Et donc on va passer au cœur de l'objet de cette vidéo, c'est-à-dire on va essayer de justifier la position de Peter Singer. Comment est-ce que Peter Singer justifie sa propre position? Il y a deux justifications en fait. La première justification qu'il va apporter, c'est qu'il va essayer d'expliquer que ce qui compte, c'est que les animaux, ils ont une conscience sensible. Donc c'est ça qu'on va commencer par expliquer, c'est essayer de se dire, ok, pourquoi est-ce que, à partir du moment où les animaux ont une conscience sensible, on devrait les respecter? Donc, première chose que va nous dire à ce sujet-là Peter Singer, c'est de bien nous rappeler, certes, les animaux, ils n'ont peut-être pas de conscience de soi. Ils n'ont peut-être pas, parce que la plupart des animaux, je vous rappelle, ne passent pas le test du miroir. Ils n'ont peut-être pas de raison, ils n'ont peut-être pas de volonté. Mais en fait, ça, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'ils ont une conscience sensible. Qu'est-ce que c'est que la conscience sensible? Je le rappelle, c'est le fait d'être conscient du monde qui nous environne. Les animaux, ils ont conscience du monde qui les environne, en tout cas tant qu'ils ne sont pas tombés dans les pommes ou qu'ils ne dorment pas, etc. Cette conscience, elle est dite sensible parce qu'elle passe par les 5 sens, mais aussi parce qu'ils perçoivent le monde positivement ou négativement. Il n'y a pas que des sensations, il y a des émotions. Et les deux émotions les plus simples sont le plaisir et la douleur. Donc les animaux, ils sentent le monde qui les entoure avec leurs 5 sens, mais ils le ressentent également, positivement ou négativement. À partir de ce moment-là, ils sont donc capables de souffrir. Ils sont capables de ressentir du plaisir, mais ils sont aussi malheureusement capables de souffrir. Et l'idée de Peter Singer, elle est très simple, c'est qu'à partir du moment où un animal ou un être est capable de souffrir, alors on ne doit pas délibérément le faire souffrir. Pourquoi il va nous dire ça? Il dit ça parce qu'en fait, il pense à ce qu'on appelle en morale la règle d'or. Qu'est-ce que c'est que la règle d'or? La règle d'or, c'est ce que les philosophes retiennent comme étant la règle qu'il faut suivre si on a envie d'être moral. Je ne sais pas si vous êtes déjà demandé, voilà, moi j'ai envie d'être quelqu'un de bien dans ma vie, qu'est-ce que je peux suivre comme règle? Quelle peut être ma règle d'or à moi? Et bien en fait, les philosophes, la plupart des philosophes répondent, c'est assez simple. Si vous voulez vous comporter moralement, votre règle d'or, ça devrait être ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et réciproquement, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. C'est ça la règle d'or. Si t'as pas envie qu'on te fasse un truc, ne le fais pas aux autres. Par contre, t'aurais envie qu'on te fasse quelque chose, et bah fais-le aux autres. Si on se met vraiment à respecter cette règle-là, je pense qu'on vivrait tous dans un monde bien meilleur.
Mais ce qui m'intéresse là, c'est que Peter Singer, elle dit cette règle, elle n'est pas valable uniquement entre êtres humains. Vous voyez, la règle, quand on la formule, on dit ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais dans autrui, en général, on met que les autres êtres humains. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas les animaux? C'est-à-dire, moi, j'aime pas quand on me tue, j'aime pas quand on me torture, qu'on me fait souffrir, quand on me parque avec des millions d'autres êtres humains dans des abattoirs ou dans des conditions d'élevage atroces. Enfin, moi, j'aimerais pas qu'on me fasse ça. Donc pourquoi je le ferais aux animaux? En fait, il n'y a aucune raison, parce que si moi j'aime pas souffrir, eux ils devraient pas souffrir non plus. Ce qu'on s'applique à nous-mêmes, on doit l'appliquer à tous les autres êtres doués de sensibilité. Ok? Donc ça vous fait beaucoup de choses à noter dans cette première justification. Donc bien rappeler ce que c'est que la conscience sensible et que les animaux l'ont. Et ensuite bien montrer que chez Peter Singer, le fait de posséder une conscience sensible fait que la règle d'or s'applique aussi aux animaux. D'accord? N'hésitez pas à faire pause pour bien noter toutes les étapes du raisonnement que je vous ai fait là, si vous en avez besoin. Ok? Alors ensuite, deuxième justification. Là, on va prendre les choses un peu dans l'autre sens. C'est de se dire, ok, les animaux, ils possèdent la conscience sensible comme les êtres humains. Mais il y a plein de choses qu'ils ne possèdent pas comme nous. Ok, ils sont très différents de nous physiquement, ils n'ont pas la conscience de soi, la raison, la volonté. Il y a plein de choses qui sont très différentes de nous. Alors, du coup, on pourrait se dire que ça pose problème, ça. Ils sont quand même inférieurs à nous, donc je vois pas pourquoi on les respecterait autant qu'un être humain. Donc c'est ça qu'il faut justifier maintenant, hein, c'est la deuxième justification. Ce qu'il faut justifier, c'est pourquoi est-ce que toutes les différences avec les êtres humains ne posent pas de problème, en fait, pour Peter Singer. Pour Peter Singer, le fait que les animaux soient différents des êtres humains, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les respecter. Ça pose aucun problème, en fait. Donc c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. La première chose donc qu'on peut voir, donc ça vous fait un petit tas, c'est le fait que les animaux, ils sont différents de nous physiquement. Alors ça c'est très facile à classer. C'est parce que en fait ça avait déjà été vu par un philosophe du XVIIIe siècle, donc il y a des siècles, qui s'appelle Bentham, et Peter Singer connaît très bien Bentham, en fait, ils sont du même courant, ce qu'on appelle l'utilitarisme en philosophie. Et en fait, Bentham avait dit, ok, les Européens ont compris que c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont noirs et d'autres qui sont blancs que les noirs sont supérieurs aux blancs. Donc, en fait, Bentham a dit, tiens, on a déjà commencé à comprendre à mon époque que les différences physiques ne doivent pas se transformer en hiérarchie. Ça doit vous rappeler quelque chose du cours de la séquence précédente, ok? Donc noir-blanc, ce sont des différences, il faut arrêter de les transformer en hiérarchie. Et bah, ce que nous dit Singer, mais comme Bentham lui-même, c'est pas parce qu'on a des différences physiques avec les animaux qu'on doit transformer ça en hiérarchie. C'est-à-dire que avoir une trompe, ne pas avoir de trompe, c'est donc des différences. Il n'y a pas à dire ne pas avoir de trompe, c'est mieux. Voilà. Et donc, moi, je suis supérieure à l'éléphant. Ou être complètement poilu et ne pas être poilu, ce sont des différences, d'accord? Il n'y a pas à dire ne pas être poilu, c'est mieux que être poilu, et donc les hommes sont supérieurs, je sais pas, au chat, par exemple, d'accord? Donc en fait, ça c'est la première chose, c'est de dire les différences physiques ne sont évidemment pas un critère pour hiérarchiser les espèces. Elles sont jamais un critère en fait pour hiérarchiser ni les gens, ni les espèces, ni quoi que ce soit. D'accord? Sinon, on tomberait dans le racisme pour les êtres humains, et donc il faut éviter ça à tout prix, même avec les animaux. Ensuite, deuxième problème, qui finalement n'en est pas un pour Singer, c'est le fait que les animaux ne possèdent pas la conscience de soi, la raison et la volonté. Ça c'est vrai. Singer le reconnaît. Mais il dit que c'est pas un problème, parce que les bébés, un bébé ça possède pas la conscience de soi. Les bébés ils passent pas tout de suite le test du miroir. Je me souviens plus exactement, c'est entre 1 et 2 ans, je crois qu'ils arrivent à se reconnaître dans le miroir. Avant un tout petit bébé il se reconnaît pas dans le miroir. Un bébé c'est pas très intelligent, donc la raison, il n'y a pas vraiment ça non plus. Okay, un bébé, ça n'a pas de volonté, au sens où on l'a défini là dans le dernier cours, c'est-à-dire la capacité à résister à ses pulsions. Pas du tout, un bébé il a faim, il hurle, c'est tout, voilà. Donc il résiste pas du tout à ses pulsions, il les vit à fond. Et pourtant, un bébé,
on le tue pas, on le fait pas souffrir. Donc, ce que va dire Peter Singer, c'est, oui, c'est sûr, les animaux n'ont pas ces 3 caractéristiques-là, mais ça n'est pas une raison pour les tuer ou les faire souffrir. À partir du moment où on ne tue pas un bébé qui n'a pas ces 3 caractéristiques-là, on n'a pas le droit de tuer un animal. Je prends le bébé, mais c'est valable pour les handicapés. Une personne qui a un QI très faible, d'accord. Il y a des gens qui disent elle a le QI de, je sais pas, d'une limace. C'est horrible comme insulte, hein, mais voilà. Mais en fait, on ne fait pas souffrir, on ne tue pas une personne, même si elle a un mauvais QI. Donc, pourquoi est-ce qu'on irait tuer les animaux? Non. Pourquoi est-ce qu'on irait tuer les animaux? En tout cas, intentionnellement, d'accord. C'est quand même, ça fait réfléchir, hein. Ça fait réfléchir, cette justification-là. Troisième réponse que fait Singer à ses opposants, ses opposants lui disent « Ouais, mais quand même, l'homme, il poursuit des buts plus nobles que les animaux. » C'est-à-dire que la poule, son objectif dans la vie, c'est de se nourrir, quoi. Enfin, elle n'a pas des objectifs très nobles dans la vie. Alors que les êtres humains, ils peuvent vouloir changer le monde, révolutionner la médecine, aller sur la lune, je sais pas, rendre le monde meilleur. Enfin, on a l'impression que les êtres humains, ils ont des buts plus nobles. Mais Peter Singer dit « Mais qui sommes-nous pour dire que nos buts sont plus nobles que les buts poursuivis par les animaux ?» Nos buts, ils sont aussi très critiquables parfois. On peut être aussi beaucoup plus orgueilleux, égoïste qu'un animal. Donc qui sommes-nous pour dire qu'un but est plus noble qu'un autre? Okay. Ça permet aussi de préciser quelque chose, c'est que y a des gens qui disent « Ouais, mais on va pas non plus donner le droit de vote aux poules. » Mais en fait, Peter Singer dit « Non, mais c'est pas ça la question. Les poules, elles s'en foutent effectivement du droit de vote, parce que leur but n'est pas de rendre le monde meilleur, par exemple. Hein. Elles ont un but plus simple, qui est juste de survivre à chaque journée, de pondre leurs œufs, et puis voilà. Donc le but n'est pas de rendre les animaux égaux aux hommes, mais c'est de laisser chaque espèce sur Terre poursuivre son but. Essayer de trouver un moyen que chaque être sur Terre puisse poursuivre le but qu'il se donne en toute harmonie, en toute paisibilité, etc. D'accord ? Donc ça quand même, voilà, ça permet de remettre un peu les choses dans leur contexte, et ça va nous amener surtout à la conséquence. Une fois qu'on a bien compris tous ces arguments-là, ça conduit à quoi? Si on est convaincu par Peter Singer, qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose, c'est qu'on doit être végétarien. On doit être végétarien, c'est-à-dire arrêter de manger les animaux. Pourquoi? Parce qu'au fond, on doit arrêter de les tuer. Je ne sais pas si vous êtes convaincu. Théoriquement, là, vous devez regarder cette vidéo, être convaincu à arrêter de manger de la viande. La plupart des gens, ils regardent ce genre de vidéo, ils sont pas convaincus. Et Peter Singer dit, en fait, la plupart du temps, ils sont pas convaincus, mais pour de mauvaises raisons. Parce que, en fait, c'est trop dur pour eux de changer leurs habitudes, ils aiment trop la viande, et donc du coup, il dit, la plupart des gens, ils m'opposent pas de vrais contre-arguments. La plupart des gens, ils sont de mauvaise foi contre moi. Parce que juste, ils n'ont pas envie que je les remette en question dans leurs habitudes. Alors moi, je vais vous lancer un petit défi après cette vidéo, c'est d'essayer de me trouver des vrais contre-arguments à ce que dit Peter Singer. Pas des faux en mode « j'ai trop la flemme, de toute façon, je vais quand même pas devenir végétarien, madame ». Donc, ça c'est la première chose que dit Singer, hein, c'est qu'on devrait devenir végétarien, arrêter de manger de la viande, parce qu'on devrait arrêter de tuer les animaux. Et en fait, la plupart des gens n'ont pas de vrais contre-arguments. Et réfléchissez bien quand même à cette question. Hein. En fait, ce que je vous demande, là, le petit défi, c'est pourquoi est-ce que vous ne tuez pas un bébé et pourtant vous êtes prêt à tuer un agneau, une vache, etc. Alors qu'ils souffrent tout autant, d'accord, pour manger de la viande. Si vous avez une réponse à ça, bravo. Si vous n'en trouvez pas, suspense, ça viendra la semaine prochaine. Dans le cours suivant. Deuxième conséquence, logique normalement, c'est qu'on doit devenir vegan. Alors être vegan, c'est pas seulement ne pas tuer d'animaux, mais c'est aussi lutter contre ce qu'on appelle l'exploitation animale. Qu'est-ce que c'est que l'exploitation animale? C'est le fait qu'aujourd'hui, à notre époque, la souffrance animale, elle existe pas seulement au moment de la mort, mais pendant toute la durée de vie de l'animal, parce que les animaux sont élevés dans des conditions indignes. Et donc, par exemple, boire du lait, manger des œufs, porter un vêtement fait en laine,
Ça n'a pas conduit à tuer un animal, mais ça a conduit à l'élever dans des conditions indignes. Et donc là, on crée de la souffrance animale. Et en fait, on rejoint l'argument que j'ai déjà dit, si nous-mêmes on n'accepterait pas de vivre dans les conditions dans lesquelles vivent les vaches, etc., ou les moutons, ou les poulets, tous enfermés dans des cages sans voir la lumière du jour, en étant entassés, en marchant les uns sur les autres, etc., ça je parle des poussins et des poulets, bref. Pourquoi est-ce qu'on tolère pour les animaux? On ne devrait pas. Donc en fait, ce que dit Singer, c'est que dans les conditions actuelles, on n'a pas le droit de consommer des produits d'origine animale. Mais si les conditions d'exploitation des animaux, d'élevage des animaux changeaient, il en serait sans doute autrement. C'est juste qu'actuellement, voilà, c'est irrespectueux envers les animaux. Donc ça, c'est vraiment les deux conséquences. Vous allez me dire si vous êtes convaincu, si vous devenez végétarien, voire vegan. Je voudrais faire une dernière remarque. Donc c'est la dernière chose qu'il y a à noter aujourd'hui, dernière petite remarque. Cette remarque, c'est de comprendre un terme que Peter Singer a énormément contribué à répandre dans la société, c'est le terme de spécisme. Qu'est-ce que c'est que le spécisme? Le spécisme, en fait, il faut faire le parallèle avec le racisme. Donc, le racisme, on l'a déjà vu, c'est de considérer qu'il y a certaines cultures qui sont supérieures à d'autres. Okay. Donc je considère que la culture 1 est supérieure à la culture 2. Le spécisme, pardon, c'est de considérer que certaines espèces sont supérieures à d'autres. Typiquement, l'homme, espèce 1, supérieur à le mouton, espèce 2, d'accord. Donc ça, c'est le spécisme. Et donc vous comprenez normalement que Peter Singer, il est antispéciste. Je sais pas si vous me suivez. Le spécisme, c'est un genre de racisme envers les animaux, et donc Peter Singer, il est antispéciste. Il dit il faut arrêter cette attitude spéciste. Okay. La remarque va un petit peu plus loin, c'est pour ça qu'il y a 2 tirets dans cette remarque. En fait, c'est qu'il va faire un parallèle avec ce qu'on a appelé, nous, dans la séquence précédente, l'ethnocentrisme. En fait, on avait vu que l'origine du racisme, c'est l'ethnocentrisme. Vous vous souvenez de ça? C'était la première colonne du tableau, quand on disait culture 1 supérieure à culture 2, on avait dit, en fait, ça dérive de l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est le fait d'être centré sur son ethnie. Donc en fait, je suis un Européen, par exemple, et je suis centré sur ma façon de faire. Et donc je suis incapable de voir ce qu'il y a de bien chez les autres cultures. En fait, c'est l'ethnocentrisme, donc le fait d'être centré sur sa propre culture, qui conduit au racisme, c'est-à-dire au fait de hiérarchiser les cultures. Okay. Et bah, de la même façon, Singer va dire que c'est l'anthropocentrisme, non pas l'ethnocentrisme, mais l'anthropocentrisme, qui conduit au spécisme. Okay. Qu'est-ce que c'est que l'anthropocentrisme? Il faut que vous notiez que c'est le fait d'être centré sur l'homme en tant qu'espèce. Étymologiquement, anthropos, il faut que vous le notiez aussi, ça veut dire l'homme. D'accord. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on considère que l'homme est supérieur au mouton, en fait, ça dérive de quoi? C'est qu'en fait, on est centré sur notre propre espèce et on regarde que nous, notre façon de faire, on est là à considérer qu'on est forcément mieux que les animaux, d'accord? Et du coup, comme on est centré sur notre propre espèce, c'est ça qui nous conduit à considérer que les autres espèces sont inférieures, d'accord? Donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est que c'est l'anthropocentrisme qui conduit au spécisme. De la même façon que l'ethnocentrisme conduit au racisme. J'espère que vous avez bien noté tout ça. Donc de la même façon que l'ethnocentrisme conduit au racisme, l'anthropocentrisme conduit au spécisme. Et c'est évidemment tout ça que Peter Singer essaye de combattre dans son livre. Alors j'espère que vous avez un peu compris le raisonnement, j'espère que ça vous fait réfléchir. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord, hein, mais il faut au moins que ça vous fasse réfléchir. N'oubliez pas du coup le petit défi pour la semaine prochaine, donc essayez de trouver des contre-arguments valables, ou sinon expliquez pourquoi vous êtes convaincu, hein, si vous l'êtes, et pourquoi vous êtes devenu végétarien ou vegan. Peut-être que certains d'entre vous le sont déjà, je ne sais pas. Du coup on se retrouve la semaine prochaine pour voir s'il n'y a pas une position un peu plus nuancée, intermédiaire, qui pourrait pas être intéressante aussi. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous souhaite bon courage.